Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons donc commencer une nouvelle leçon, un nouveau chapitre, et en lien avec les deux activités que je vous avais donné à demander de faire hier. Donc, on va commencer par corriger ces deux activités pour introduire ce nouveau chapitre. Et ensuite, on parlera de cette leçon qui s'intitule donc le pavé droit. Alors, l'activité 1 de la page 258 bon, il n'y avait rien de très difficile, c'était de l'observation surtout. Peut-être que vous avez fait une petite recherche aussi sur Internet pour quelques noms géométriques que vous auriez oubliés ou que vous ne connaissiez pas. Donc on va reprendre tout ça ensemble. Première question, donc il faut reconnaître chacun de ces objets, citer les noms des formes géométriques que l'on reconnaît. Alors, pour le premier, vous avez reconnu donc une boîte en carton. Et la forme géométrique, le mot mathématique pour désigner une boîte comme ça, c'est donc le pavé droit. Donc c'est l'objet de notre chapitre. On dit pavé droit parce que c'est plus simple, mais comme le dit la petite bulle, le petit garçon représenté en bande dessinée sur votre exercice, on peut dire aussi parallélépipède rectangle. Donc c'est le nom un peu plus scientifique, on va dire, mais également plus difficile à prononcer. Donc nous, on va rester sur pavé droit. La deuxième image, donc cela concerne une tente. Le nom mathématique pour la tente, c'est le prisme droit. Je ne vais pas en parler davantage du prisme droit, parce que vous aurez tout un chapitre de cinquième à son égard, et donc on ne va pas le voir en détail, mais sachez juste qu'un prisme droit, pour le reconnaître, il suffit de repérer deux bases, ce qu'on appelle les bases qui sont des polygones. Ici, vous voyez un triangle. Donc c'est souvent le prisme triangulaire qu'on représente. C'est celui qu'on rencontre le plus souvent. C'est par exemple l'emballage du Toblerone ou une tente ou certaines trousses que vous avez par exemple, des choses comme ça. Donc tout ça, c'est des prismes droits. Et ces deux faces triangulaires, vous voyez, elles sont reliées par trois rectangles. Donc en fait, un prisme, c'est tout simplement deux polygones identiques. Donc triangle, mais ça peut être aussi des hexagones, des pentagones, ce qu'on veut, qui sont reliés par ce qu'on appelle des faces latérales, qui sont toutes des rectangles. Voilà. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on appelle un prisme droit. Droit parce que angle droit, l'angle droit qui est formé par les rectangles et les faces latérales. Voilà. Le, le, la troisième figure, vous avez reconnu un dé. Donc, un dé, le nom mathématique pour le dé, c'est le cube. Le cube, c'est un exemple particulier du pavé droit. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'on remarque sur le cube? C'est que toutes les faces sont des carrés. Or, dans le pavé droit, toutes les faces sont des rectangles. Mais si vous vous souvenez bien de la leçon sur les quadrilatères que nous avions fait, on avait bien vu que le carré est un cas particulier de rectangle. Par définition, un rectangle a quatre angles droits. Et le carré a également quatre angles droits. Donc c'est un rectangle. C'est un rectangle qui a une particularité supplémentaire. Il a la particularité d'avoir des côtés de même longueur. Passons à l'objet suivant. Donc une boîte de conserve. Mathématiquement, cet objet, ça s'appelle un cylindre. Et enfin, le dernier objet, un ballon. Et mathématiquement, pareil, je vais pas aller plus en détail sur
cet objet parce que vous le reverrez en quatrième et troisième. C'est une sphère. Alors, en réalité, on peut dire deux choses sur le ballon. Le mot mathématique qui désigne l'enveloppe, c'est-à-dire si on ne considère qu'il n'y a rien à l'intérieur, ce qui serait le cas d'un ballon d'ailleurs, puisque c'est de l'air dedans, il n'y a rien. Dans ce cas-là, c'est une sphère, en effet. Par contre, si on considère un objet sphérique, mais qui serait rempli à l'intérieur, qui serait plein, pensez à une boule de pétanque, ou la Terre, tout simplement, à la planète sur laquelle on vit. Dans ce cas-là, le mot mathématique, ce serait une boule. Alors, sphère et boule, vous les verrez plus en détail en classe de 4e, 3e, et vous verrez d'ailleurs les formules qui permettent de calculer les volumes. Le cylindre, vous allez en reparler l'année prochaine, en 5e. Le cube et le prisme droit, c'est cette année, c'est dans ce chapitre. Donc, ça, c'est ce que nous allons voir. Le cube et le pavé droit, pardon. Ces deux choses-là, donc en 6e. Le prisme droit, donc je ne vais pas en parler plus parce que vous le verrez en 5e. Et le cylindre et la sphère, vous les verrez en 4e et en 3e. Voilà, donc nous on va s'intéresser aujourd'hui à la boîte en carton, au dés, donc à ce qu'on appelle des prismes droits et donc des cubes. Voilà. Pour un parallélépipède rectangle, hein, c'est le mot scientifique pour prisme droit, quelle est la forme d'une face? Bon, je pense que vous avez deviné, j'en ai parlé juste avant. Donc, question B. Les faces sont des rectangles. Alors, je ne vais pas reprendre le mot parallélépipède parce que c'est pénible à prononcer, mais on va parler du pavé droit. Donc, on va marquer les pavés droits. Et ça, c'est par définition, donc ce sera toujours vrai. Ont des faces rectangulaires. Ce sont toutes des rectangles. C'est ça que ça veut dire. Hein. Et enfin, quelles sont les propriétés communes à tous les parallélépipèdes rectangles, donc à tous les pavés droits? Alors, je vais en redessiner un rapidement. Je redessine une boîte, par exemple, comme la boîte en carton qu'on a vue tout à l'heure. Il y a une façon de faire qui est très rapide lorsqu'on veut dessiner un pavé droit. On y reviendra tout à l'heure dans la leçon. Mais vous dessinez d'abord un rectangle qui va représenter ce qu'on imagine être la face avant. Ce rectangle, vous le reproduisez exactement à l'identique, mais en le décalant de quelques carreaux, quelques centimètres sur le côté et aussi en hauteur. Donc moi sur l'ordinateur ça va être plus facile, je vais faire CTRL-C pour copier cette figure et CTRL-V pour la coller, voyez. Et donc vous la décalez, donc vous pouvez reproduire exactement le même rectangle. Par exemple là vous voyez je l'ai reproduit et je l'ai recopié avec 3 carreaux de décalage sur la droite et 2 carreaux de décalage vers le haut. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à relier les points entre eux, donc le point qui est en haut à droite avec le point qui est en haut à droite, le point qui est en bas à droite avec le point qui est en bas à droite, etc. Voilà. Et maintenant, on obtient donc ce fameux pavé droit, cette forme de boîte. Mais ce n'est pas fini, alors on verra tout à l'heure dans la leçon un peu plus en détail, mais on va gommer une partie des segments, les segments qui correspondent. Alors on verra tout à l'heure dans le vocabulaire que les segments d'ailleurs on les appelle réellement des arêtes quand on parle de géométrie en 3D. Et donc ceux qu'on va dessiner en pointillé, donc là les trois que j'ai représentés en pointillé désignent les côtés qui ne sont pas visibles, qui sont cachés par les faces qui se trouvent devant. Voilà. Donc quelles sont les propriétés de tous les pavés droits? Eh bien on peut constater que
les pavés droits, déjà, ont tous 6 faces rectangulaires, donc, ou éventuellement carrées, hein, on en a parlé tout à l'heure, c'est le cas du cube. Donc, première propriété, les pavés droits ont 6 faces. Et on remarquera que ces faces sont perpendiculaires les unes les autres, hein. C'est pour ça qu'il y a le mot droit dans pavé droit. Parce que il y a, euh, dans chaque face, il y a 4 angles droits. Si on compte leur nombre de points, donc le dé par exemple tout à l'heure, ou ici cette boîte, on a 8 points. Donc il possède 8 points. Et enfin, il possède 12 arêtes. Alors, pour compter ces 12 arêtes, vous pouvez regarder, c'est 12 côtés, hein, ça veut dire 12 segments. Mais on va le voir dans la leçon un peu plus en détail. Il y en a 3 pour la face qui se trouve sur la face latérale droite, la face du côté droit. Donc 4 arêtes à cet endroit-là, je veux dire. 4 arêtes sur la face gauche et 4 arêtes pour relier ces deux faces entre elles. Donc 3 fois 4, ça fait bien 12. Voilà. Euh, donc voilà pour l'activité, j'espère qu'elle n'a pas posé de problème. Je sais qu'il y avait un autre exercice dans cette activité, mais j'aimerais qu'on corrigera cette. Je ferai une autre vidéo pour l'autre activité, car elle concerne les volumes. Et pour l'instant, j'aimerais qu'on démarre la leçon sur le pavé droit sans parler de volume. Donc si j'ai fait une leçon vidéo et non pas, je ne vous ai pas envoyé cette fois-ci une leçon à compléter simplement, c'est parce que c'est quelque chose qui est. C'est un chapitre qui est pas forcément évident dans le sens où il faut avoir une bonne vision en 3D pour bien identifier toutes les propriétés des pavés droits. Et donc sur l'ordinateur, il y a des outils qui vont me permettre de vous montrer et d'expliquer un petit peu mieux certaines choses. Donc vous prenez votre cahier de leçons, partie géométrie, donc la deuxième partie. Et alors, si vous n'avez plus trop de place dans votre cahier de leçons, parce qu'on a déjà fait, il me semble, 8 chapitres, enfin 8 séquences en tout cas. Dans ce cas-là, si vous voulez pas prendre de nouvelles pages, vous tracez un trait horizontal sur votre cahier et au stylo rouge, ben, vous écrivez. Donc le titre de ce nouveau chapitre, et vous l'aurez compris, il s'agit du pavé droit. Donc leçon numéro 9. Alors, je ne sais pas si vous voyez, moi ma marge elle est là. Il y a un trait ici, donc je vais faire comme si c'était la marge. Donc dans la marge, je vais écrire ici leçon 9. Et en titre, le pavé droit. Voilà, vous savez, j'aime bien souligner les titres 3 fois. Donc je souligne 3 fois. Et dans un premier paragraphe, donc grand 1, vocabulaire. Avant de parler du pavé droit directement, on va tout d'abord établir le vocabulaire concernant la géométrie spatiale. Alors ce que j'appelle la géométrie spatiale, c'est la géométrie en 3D, en 3 dimensions. Donc il y a une largeur, une longueur et une hauteur, ou une profondeur si vous préférez. En tout cas, il y a certains mots qui vont changer quand on parle de figures géométriques en 3D. Donc on a vu les différentes figures qui existaient, hein, je rappelle, dans l'activité. Donc le pavé, le cube, le cylindre, la sphère, le prisme. Vous verrez qu'il en existe d'autres d'ailleurs, hein. On n'a pas fini de faire le tour, mais les autres, vous les verrez plus tard, dans d'autres niveaux. En tout cas, ces figures, elles ont un point commun, c'est en termes de vocabulaire, on les appelle des solides. À partir du moment où c'est dans l'espace, où c'est en 3 dimensions, une figure mathématique s'appelle un solide. Donc on va commencer par écrire ça. En géométrie spatiale,
Donc ce que j'appelle géométrie spatiale, on peut l'écrire entre parenthèses, ça veut dire en 3D. Les figures géométriques sont appelées solides. Vous pouvez souligner le mot solide. Parmi ces solides, il y a ceux qui sont comme par exemple la sphère que nous avons vue, le ballon, qui ne se trace pas uniquement à la règle, et il y a ceux qui se tracent uniquement à la règle, comme par exemple le pavé. Donc ceux qui se tracent uniquement à la règle ont des faces qui sont toutes des polygones. Et dans ce cas-là, on appelle cela un polyèdre. Alors avant de parler de ça, on va déjà définir le vocabulaire pour les faces, les arêtes et donc les sommets. Donc notez que les points sont appelés sommets. Alors ça, vous le savez déjà, hein, parce que c'est également le cas là, des polygones, dans les polygones, et ça, on en a déjà parlé. Donc les points sont appelés, pardon, j'ai oublié un mot, sont appelés sommets. Et ça, on le soulignera en rouge, parce que c'est du vocabulaire à retenir. Les segments sont appelés arêtes, comme dans le poisson. Et enfin, les polygones. Donc on a fait tout un. Si vous vous souvenez plus ce qu'est un polygone, je vous laisse regarder. C'est 2 chapitres juste avant. Vous avez juste à tourner 3 chapitres pardon avant. Donc vous avez à tourner quelques pages et vous allez tomber sur la partie les polygones. Un exemple de polygone, hein, c'est les triangles, les quadrilatères, les pentagones, les hexagones, etc. Donc sont appelés des faces. Tout ce que je souligne en rouge, hein, vous êtes habitués, vous le savez, c'est à savoir. Donc ici, les 3 mots importants sont sommet, arête et face. Ce qui n'est pas à retenir, mais que vous pouvez quand même que vous pouvez découvrir parce que ça fait partie de la culture malgré tout, c'est qu'un solide constitué uniquement de polygones est appelé un polyèdre. Donc ça vient du grec, hein, tout simplement polygone, hein, je vous avais expliqué en grec, poly ça veut dire plusieurs, gonos c'est les angles, et polyèdre, ça vient aussi du grec et ça veut dire toujours plusieurs, mais cette fois-ci c'est pas les angles, c'est les faces. Voilà. Donc un solide constitué uniquement de polygones est appelé polyèdre. Bon, je ne le souligne pas en rouge parce que si vous ne le retenez pas ce mot, c'est pas grave. Ce qu'il faut retenir surtout, c'est le nom de ces polyèdres, c'est-à-dire ce qu'on a vu dans l'activité, cube, pavé, etc., etc. Voilà, donc pour le vocabulaire, en tout cas nouveau, ce sera tout. La seule chose à retenir, donc c'est sommet, arête et face. Ensuite, sachez que pour les sommets, les arêtes et les faces, on va retrouver le même vocabulaire de toute façon qu'on a vu en géométrie plane, c'est-à-dire en 2 dimensions. Euh, Quand on a parlé de segments, par exemple, perpendiculaires ou parallèles, eh bien ici ce sera pareil, on pourra parler d'arêtes perpendiculaires ou parallèles, y compris pour les faces, on pourra parler de faces
perpendiculaires ou parallèles, hein. Donc les définitions restent les mêmes. Lorsqu'elles sont parallèles, ça veut dire qu'elles n'ont pas de point d'intersection, elles ne se rencontrent pas, elles ne s'intersectent pas. En revanche, lorsqu'elles sont perpendiculaires, ça veut dire qu'elles ont, lorsqu'il s'agit des arêtes, un point d'intersection qui forme un angle droit. Lorsqu'il s'agit des faces, elles ont plusieurs points d'intersection même, euh, qui forment tous un angle droit. Bien. Donc, grand 2, deuxième paragraphe. Et on va parler de représentation en perspective. Et puis on va parler un petit peu des pavés droits. Donc représentation d'un pavé droit. Alors on va reprendre ce que j'ai dit tout à l'heure. On va dessiner, donc là vous pouvez prendre votre équerre, vous allez en avoir besoin, ou votre règle, hein, si vous suivez les carreaux, vous pouvez garder votre règle. Et on va dessiner un pavé droit. Donc je répète la technique. Pour dessiner un pavé droit, et ce sera valable aussi pour un cube, d'ailleurs on va faire les deux. On va tracer d'abord un rectangle. Donc moi par exemple là ici je vais tracer un rectangle de 3 carreaux sur 5 carreaux. Donc, vous pouvez prendre les mêmes mesures que moi, mais si vous voulez changer de dimension, vous pouvez également. Donc 3 carreaux, 5 carreaux, donc ça c'est la face avant. Et on va reproduire le même rectangle, exactement le même. Donc 3 carreaux et 5 carreaux. Et on va le décaler un petit peu. Alors on peut le décaler de la manière qu'on souhaite, on peut le décaler beaucoup même, hein, c'est pas gênant, je peux le mettre là ou là, peu importe. Et ils peuvent même, les deux rectangles peuvent avoir des points d'intersection comme ici, c'est pas gênant. Ce qui compte, c'est de les décaler en hauteur et un petit peu en largeur pour qu'on puisse voir les deux faces, la face avant et la face arrière. Ensuite, vous l'aurez compris, on va les relier par les arêtes qui seront les arêtes latérales. Voilà. Comme ceci. Et ensuite, donc c'est pour ça que c'est très important de le faire au crayon de mine. Vous pouvez vous pouvez directement tracer en pointillé les arêtes qui seront cachées. Donc j'ai pour habitude de prendre celle-ci. Voilà, les trois là qui seront les arêtes cachées. Donc on va le faire pour un pavé droit, donc à gauche, dans la partie de gauche. Et à droite, on peut faire exactement la même chose, mais cette fois-ci pour visualiser ce qu'est un cube. Donc là, je vais tracer un carré. C'est exactement le même procédé, sauf que au lieu de tracer un rectangle comme figure initiale, on va tracer un carré. Donc j'ai tracé ici un carré, comme vous pouvez le voir, de 4 carreaux. Je trace exactement le même, je le décale et je relie les deux. Alors, si vous... Bien évidemment, l'avantage de la vidéo, c'est que je sais que pour certains élèves, tracer des solides en 3 dimensions, bah, ça requiert un petit peu de temps parce que c'est pas toujours évident au début. Surtout que vous n'avez pas, c'est pas comme moi avec l'ordinateur et la souris, vous pouvez pas faire de copier-coller, donc il faut tout reprendre et reproduire les polygones plusieurs fois. Donc n'hésitez pas, hein, l'avantage de la vidéo, c'est que vous pouvez le faire en appuyant sur pause et puis vous reprenez quand votre figure vous convient. Alors par contre pour le cube, je vais reprendre, je vais recommencer parce que il y a quand même une chose importante quand on trace un cube, c'est il faut se méfier que la profondeur ne soit pas trop grande parce que sinon ça pourrait
on pourrait vite confondre avec un pavé, justement. Donc je recommence et je vais rapprocher un petit peu les deux carrés. Voilà, comme ça. Dans les deux cas, vous pouvez noter en bleu que les traits en pointillés correspondent aux arêtes cachées. Alors, je vais plutôt dire non visible. Ça veut dire la même chose que caché, mais voilà, on comprend bien que elles sont en fait cachées par les faces avant. Voilà. Bien. Donc, comme vous pouvez le voir, les, le pavé droit que l'on a représenté dans la partie gauche et le cube que l'on a représenté dans la partie droite, donc ont tous les deux les propriétés que nous avons vues ensemble tout à l'heure. Et ces propriétés, donc on va les réécrire ici en rouge, on va écrire propriété avec un S parce qu'il y aura plusieurs choses à dire. Voilà. Première propriété, le pavé droit a 6 faces rectangulaires ça c'est la première chose à dire, la première propriété. Comme on a vu tout à l'heure, il y a 8 sommets. Et 12 arêtes. Le cube est un cas particulier du pavé droit, c'est le cas où les faces sont toutes carrées. Donc le cube, écrivez, est un pavé droit particulier ses faces sont carrées. Alors vous me direz, mais lorsqu'on représente notre pavé ou notre cube, visuellement, toutes les faces ne sont pas des carrés. Si je regarde par exemple cette face-là, c'est pas un carré. Il n'y a pas d'angle, enfin, ou ce n'est pas un rectangle non plus, puisqu'il n'y a pas d'angle droit. Ici aussi, la face de droite ici, on voit que c'est visuellement à plat comme ça. Ça ressemble pas, ça ressemble plus à un losange, mais c'est pas vraiment. D'ailleurs, c'est pas non plus un losange, mais en tout cas, on voit bien qu'ici, si on pose notre équerre, on n'a pas un angle droit. Alors comment ça se fait? On dit que le pavé droit a 6 faces rectangulaires, mais sur notre dessin, on ne voit pas 6 rectangles. Eh bien, c'est dû à la représentation en 3D. C'est-à-dire que les objets que nous avons dessinés ici sont des objets en 3 dimensions, on est d'accord, on a dit tout à l'heure, hein, ce sont des solides dans l'espace. Donc, quand je dis espace, hein, il ne s'agit pas de au-delà de la Terre avec les étoiles, la Lune, etc. Quand je parle de l'espace, c'est l'espace qui constitue tout notre univers. C'est une longueur, une largeur, une hauteur. C'est le fait d'être en 3 dimensions.
Donc des objets qui sont en trois dimensions, nous, on doit les représenter sur une feuille de papier, hein, vous, ça correspond à votre cahier, ou un écran d'ordinateur, en tout cas sur quelque chose de plat. Et du coup, on doit un peu tricher, parce que pour représenter la troisième dimension, la sensation de profondeur, on doit utiliser ce qu'on appelle une perspective. La perspective, c'est euh, en art plastique et donc également en mathématiques, en dessin d'une manière générale, c'est l'organisation, la façon dont on va représenter un objet en trois dimensions à plat, donc sur une feuille. Alors il existe deux types de perspectives. Alors pour vous le montrer, je vais utiliser un logiciel. Alors il y en a un que vous connaissez bien ici déjà, c'est le logiciel GeoGebra, sur lequel je vais revenir et puis je vous ferai travailler un petit peu sur GeoGebra. Mais j'ai aussi euh, ici un logiciel sur lequel je vais parler un petit peu de ces deux perspectives. Donc prenons un cube. Voilà. Alors on le verra mieux comme ça. Voilà. Ou même on va regarder uniquement en transparence comme ça. Prenons ce cube. Et si on se promène autour, comme ça, si je fais tourner autour, alors ici il n'y a pas de pointillé, mais on voit un peu plus en transparence les faces qui sont cachées. Alors on observe plusieurs choses. C'est que dans cette vision-là, si j'allonge par exemple une des faces, celle-ci par exemple, je vais la déplacer comme ça, et que je change mon point de vue pour me mettre par ici, alors donc je ne sais pas si vous voyez bien, euh, on observe que les arêtes qui se trouvent ici par exemple et ici ne sont pas vraiment parallèles. On a l'impression que si on prolonge encore la face du fond, là-haut, d'ailleurs je vais le faire, regardez, GX, hop, voilà, je prolonge. Et qu'est-ce qu'on remarque si je prolonge comme ça pour faire imagine une très grande boîte, un TGV, tiens, prenons un wagon. Eh bien, dans ce cas-là, si je le regarde de ce point de vue-là, vous voyez, on a l'impression même que au loin, à l'horizon, là-haut, les, les, les traits vont se rencontrer, vont converger, on dit. Or, on sait bien que dans la réalité, c'est pas vrai. Si on se rapproche de la face là-haut, hop, eh bien, on voit bien qu'ici, cette arête-là et cette arête-là ont gardé le même écart. En réalité, c'est parallèle. Donc, pourquoi? Mais parce qu'en fait, cette perspective-là, c'est la perspective qui correspond à notre réalité. D'ailleurs, j'ai deux exemples à vous montrer. Par exemple, si on regarde ici, les pieds de lavande, ils semblent converger, c'est-à-dire ils semblent aller tous vers le même endroit. Alors que si on regarde une photographie qui serait prise vue du ciel, au lieu d'avoir une photographie là qui est prise euh, au, au niveau de la Terre, euh, on remarquerait que toutes les lignes sont parallèles. Donc, si on regarde celle-ci aussi, on comprend bien, il y a un arbre ici qui a été enlevé, par exemple, on nous demande où est-ce qu'il était. Bon, on pourrait le placer à peu près ici. Ce qu'on remarque, c'est que ici, il y a déjà plusieurs arbres qui ont été représentés et qui n'ont pas la même taille sur le dessin. Or, on imagine bien que dans la réalité, si on les mesure tous, ces arbres-là, ils ont tous la même taille. Alors, comment ça se fait? D'où ça vient? Eh bien, ça vient de une perspective que vous avez peut-être déjà utilisée lorsque vous avez fait du dessin, s'il y en a qui s'intéressent au dessin parmi vous. Euh, c'est une perspective avec une ligne de fuite, ce qu'on appelle une ligne de fuite. Donc une ligne de fuite, c'est une ligne d'horizon. Alors c'est pas du tout cette perspective-là qu'on travaille en mathématiques. En mathématiques, on va utiliser la perspective cavalière. Mais une ligne de fuite, c'est en gros, hein, rapidement, je vais vous montrer, on a une ligne d'horizon, comme son nom l'indique, hein, qui est horizontale. Un point de fuite sur cette ligne, donc un point qu'on va placer comme ça arbitrairement. Et dans ce cas-là, si on représente par exemple une maison, c'est un dessin que je fais au brouillon, hein. Euh, pour représenter cette maison dans une vue euh,
qu'on pourrait qualifier de réaliste, en tout cas avec cette perspective avec ligne de fuite, dans ce cas-là, on relierait chaque point à notre point de fuite, donc chaque point de la maison à notre point de fuite, et on reproduirait des droites parallèles sur notre maison. Voilà, on obtiendrait quelque chose qui ressemblerait à ça. Sans oublier de faire en pointillé toujours les, euh, les traits qui sont cachés. Donc, je ne sais pas si vous connaissez ma maison, elle n'est pas très jolie, hein, mais, euh, mais le principe, j'espère vous l'aurez compris, c'est de dire que pour représenter un objet en perspective, donc un objet en 3 dimensions, pour le représenter à plat, on peut avoir cette méthode-là. C'est une méthode qu'on utilise plutôt en peinture, quand on fait de la peinture ou du dessin. L'inconvénient de cette méthode, c'est qu'elle déforme les longueurs. Elle déforme beaucoup les longueurs. Et du coup, on voit même d'ailleurs que si on prolonge la profondeur ici le mur qui serait à droite, par exemple, et si on le faisait beaucoup plus grand, eh bien, tout au fond, là-haut, on n'observerait même plus tous les points de notre maison convergeraient. C'est-à-dire qu'ils iraient tous vers un même point. Et ça, on sait bien que mathématiquement, ce n'est pas vrai. C'est vrai dans la façon dont on regarde l'objet, mais c'est pas vrai mathématiquement. Donc nous, on n'utilise pas cette perspective-là. Donc c'est pour ça que je vais effacer tout, hein. C'était juste un brouillon, hein. Si vous voulez le refaire, vous pouvez le refaire au crayon de mine, mais ça ne fera pas partie de la leçon, puisque cette perspective-là ne nous intéresse pas. Nous, la perspective qui nous intéresse, c'est la perspective dite cavalière. Donc cette perspective-là, la perspective cavalière, pour vous montrer, je vais prendre un autre objet sur lequel on verra mieux. Je vais faire apparaître tiens, la tête de singe. Euh, voilà. Donc, pour vous montrer, voilà une tête de singe. Hop, je retirais même les... Ok. Et je vais la mettre un peu en couleur pour que vous voyez. Voilà. Donc voilà la tête de singe. Si je l'observe en perspective normale, avec ligne de fuite, celle qui correspond à la réalité, alors plus cette tête va s'approcher de la ligne d'horizon et plus elle va me sembler déformée et petite. Si je l'observe en perspective cavalière, donc c'est la perspective, vous voyez comme ça déforme les faces et les arêtes. Alors qu'est-ce qui change? C'est que cette perspective-là, la perspective avec ligne de fuite, c'est la vision réelle qu'on a de l'objet. C'est l'objet tel qu'il se présente à notre œil. Mais c'est pas la vision qui correspond aux mesures réelles en tout cas. Alors que si on passe en perspective cavalière, pour la petite histoire, on dit perspective cavalière parce que c'était la perspective qu'ils utilisaient à l'armée, les cavaliers, lorsqu'ils allaient partir en éclaireur et qui donnaient des informations sur le terrain. Ils donnaient les informations de façon de sorte que les mesures soient précises et les plus proches de la réalité possible. Et c'est pour ça qu'on a appelé cette perspective la perspective cavalière. Pourquoi? Parce qu'on remarque que, vous voyez, dans cette perspective-là, par exemple, la grille, qui se trouve donc au niveau du sol ici, eh bien on remarque que toutes les cases qui constituent cette grille ont toutes la même taille. Et peu importe l'angle de vue, même si je me déplace, ma grille, toutes les cases ont la même taille. Et si je regarde sur la tête de singe ici, toutes les faces qui constituent ma tête de singe, en tout cas les faces qui sont euh, symétriquement opposées, eh bien elles sont identiques. Vous voyez? Donc la perspective cavalière, et c'est pour cette raison-là qu'on l'utilisera, elle respecte les dimensions réelles. On peut mesurer directement dessus, on aura la dimension que fait réellement par exemple l'oreille ici. Voilà. Tandis qu'avec une perspective avec ligne de fuite, les dimensions ne sont pas respectées. Donc c'est pour cela qu'on utilise cette perspective. Voilà, donc euh, j'espère que vous aurez compris cette différence. Mais du coup, ce que l'on peut dire, c'est qu'avec ce mode de vue,
avec cette façon de voir les solides, dans un pavé droit, ce qu'on observe, c'est que les faces sont parallèles deux à deux. Hein. On voit que dans une boîte, hein, la face du dessus et la face du dessous sont parallèles, la face du arrière et avant sont parallèles, et celles de droite et de gauche sont parallèles. Donc ça, on peut l'écrire, toujours en rouge, ça fait partie de la propriété. Donc les faces opposées d'un pavé droit sont parallèles. Je vais utiliser le symbole pour dire qu'elles sont parallèles, hein, vous vous souvenez, comme ça nous fait des petits rappels. Euh, des faces consécutives, en revanche, sont perpendiculaires, hein, vous l'aurez deviné. Consécutives, je rappelle, ça veut dire qu'ils sont l'une à côté de l'autre, qui se suivent. Et donc on va utiliser le symbole perpendiculaire. Voilà, pour la leçon d'aujourd'hui, on va s'arrêter là. Donc vous avez deux grands paragraphes à recopier. N'oubliez pas d'écrire en rouge ce que j'ai écrit en rouge, d'écrire en bleu ce que j'ai écrit en bleu. Évidemment, comme d'habitude, tout ce qui est tracé géométrique au crayon de mine et à la règle. En tout cas, là, pour tout ce qui est pavé et cube, ce sera à la règle. Euh, donc je vous ai parlé de perspective, on a vu la définition d'un pavé, enfin les différentes propriétés d'un cube. La prochaine fois, je vous montrerai donc sur GeoGebra comment utiliser le graphique, la partie graphique 3D, et on commencera à parler de deux choses, du patron, ce qu'on appelle le patron d'un cube, c'est-à-dire la façon dont on déplie les différentes faces pour le représenter à plat, et on commencera à parler aussi de volume, d'unité de volume, et de calcul, comment on calcule le volume d'une boîte par exemple. Et donc pour cela, on parlera un petit peu des unités de volume. Donc tout ça, ce sera dans une autre vidéo que je mettrai à votre disposition en fin de semaine, vraisemblablement vendredi. Voilà, je vous remercie à tous. J'espère que vous avez bien suivi ce cours et pu recopier dans votre cahier de leçons. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les envoyer sur le NT. Bonne fin de journée.